Bonjour tout le monde. Alors, avant de procéder à la correction du dernier TP de ce chapitre, je voulais simplement revenir sur la fin du cours des deux TP précédents pour vous rappeler, si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'avez pas vu, d'aller faire ce Geniali, donc c'est Madame Perrier-Colou qui l'a fait pour sa classe de Terminal S, donc ça permet de réinvestir les notions de ce début de chapitre sous une manière un peu plus ludique, un peu différente, ce qui pourrait être pas mal en complément de ce que vous avez déjà fait. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse donc, c'est la correction et le cours correspondant à ce TP-là, sur la motricité et la plasticité cérébrale. Donc, la plasticité du cerveau, c'est sa capacité à modifier ses réseaux de neurones en réponse à une stimulation environnementale. Vous l'avez vu l'an passé dans le cadre de la vision. Nous, cette année, on va voir s'il existe également une plasticité cérébrale du cortex moteur. La première partie de ce travail vous demande de comparer les aires motrices qui sont activées chez deux individus différents lorsqu'on leur demande de faire un mouvement de la main gauche. Donc le premier individu en haut, le deuxième individu en bas. Donc deux choses à voir. Déjà, lorsqu'on leur demande de faire un mouvement de la main gauche, bien évidemment la zone en activité principale, hein, celle qui va le plus vers le rouge, se trouve dans l'hémisphère droit, donc ça pas de problème avec ce que l'on a vu précédemment, que la commande du mouvement volontaire était contralatéral. Elle se situe donc au même endroit chez ces deux individus, par contre, il y en a un pour qui, celui du dessous, l'aire qui va être activée va être beaucoup, voilà, façon de parler, mais plus volumineuse, enfin qui va être recouvrir plus de surface, donc concerner plus de neurones, et sera plus active, puisqu'on voit, on a beaucoup plus de rouge que chez l'individu du dessus. Donc, pour un même mouvement, chez deux individus différents, la zone activée sera la même, par contre, il y en a une qui aura une surface beaucoup plus importante et qui sera plus active. Donc ça nous amène à la conclusion suivante, qui est que, bien évidemment, la carte motrice est la même chez tous les individus, mais la surface des aires gouvernant le mouvement d'un organe ou d'une partie de votre corps peut être un petit peu différente entre les individus. On vous demandait d'ailleurs d'effectuer une hypothèse pour expliquer cette différence. L'hypothèse la plus probable que l'on puisse faire, c'est que l'individu qui a une zone bien plus active veut dire qu'il utilise beaucoup plus souvent sa main gauche, donc qu'il a l'air d'être gaucher, alors que l'autre qui a une zone moins importante en surface lorsqu'il bouge la main gauche veut dire qu'il utilise moins sa main gauche, donc il semblerait qu'il soit droitier. Voilà l'hypothèse que l'on peut faire. Donc ensuite vous aviez deux documents étudiés pour en faveur d'expliquer une plasticité cérébrale, donc les deux suivants. Donc là, expérience classique, hein, document classique à étudier. Vous avez la carte motrice, donc les aires motrices, des doigts, des poignets et avant-bras, et lorsque les trois sont mobilisés en jaune. Pour un singe qui a été entraîné à se servir d'un objet sur un petit plateau, et d'un singe entraîné à se servir d'un objet sur un grand plateau. Donc l'individu qui va devoir se servir sur un petit plateau va davantage utiliser ses doigts pour effectuer des mouvements plus précis qu'un individu qui va se servir sur un grand plateau. Donc c'est pourquoi, chez cet individu à gauche, les aires motrices correspondant au contrôle du mouvement des doigts sont beaucoup plus importantes en surface que chez l'individu qui, lui, va moins se servir des doigts, fera un mouvement plus, on va dire, plus grossier, mobilisant simplement son poignet et son avant-bras pour attraper l'objet. Donc voilà, en fonction de l'entraînement, vous voyez que la carte motrice peut être modifiée. Là, vous avez la carte motrice de l'épaule droite, enfin des épaules, des muscles deltoïdes des épaules de deux sportives, une volleyeuse, donc qui va beaucoup utiliser ses épaules, et une coureuse, qui va beaucoup moins les utiliser. Donc d'un point de vue général, on voit très bien que pour la volleyeuse, par rapport à la coureuse, eh ben, les aires motrices correspondant au contrôle de l'activité des muscles deltoïdes des épaules sont beaucoup plus importantes chez la volleyeuse, qui s'en sert beaucoup plus, et on se rend compte que l'aire motrice gauche, donc de l'hémisphère gauche, c'est-à-dire contrôlant l'épaule droite, le muscle de l'épaule droite, est plus importante que
l'autre contrôlant le muscle de l'épaule gauche, puisque nous avons affaire à une volleyeuse droitière. Donc, quelqu'un de droitier va beaucoup plus utiliser ses membres côté droit, donc développera davantage ses cartes motrices côté gauche, ce qui nous permet de valider l'hypothèse que nous avions faite à la première question. Donc là, vous avez pu mettre en évidence que la carte motrice était modifiable en fonction de l'entraînement et de l'usage que nous avons de chacun de nos organes. Et donc ce n'est pas définitif, c'est-à-dire que ça marche dans un sens et dans l'autre. Si vous vous entraînez énormément, vous allez développer beaucoup la carte motrice de votre épaule gauche par exemple, mais si vous arrêtez, ça va rediminuer par la suite. Et c'est ce qui permet cette plasticité donc de récupérer, ou non, hein, des fois c'est pas le cas, après la perte de l'usage d'un membre suite à un AVC. Donc ici, vous avez un document, hop, que je le retrouve, donc ça doit être celui-là, voilà. Donc vous avez ici chez un individu qui a fait un AVC et qui a perdu l'usage de son bras gauche et de sa main gauche. Donc les régions motrices de la main non touchées en jaune, les régions motrices de la main touchées en orange, et les régions non motrices de la main trouvées par l'AVC, donc d'autres régions annexes qui vont servir à faire bouger la main, mais pas directement, qui vont utiliser la mémoire, etc., d'autres zones du cerveau. Donc vous avez vu qu'il y a une part de la zone qui commande le mouvement de la main gauche qui est lésée par l'AVC. Lorsque l'on regarde ce document, donc moi sur mon document cette partie-là est fausse, pas chez vous, donc chez un individu témoin qui bouge la main gauche, donc on voit les zones activées dans l'hémisphère droit, le cas inverse, les zones activées par la main droite, ça c'est le témoin, et bien chez notre individu qui a des troubles de la main gauche, vous voyez que la zone qui était activée, donc ne l'est plus. Ici, d'accord, donc la zone de l'AVC où les cellules sont détruites, ne sont plus activées. Par contre, on remarque la présence de l'activation d'une nouvelle zone centrale. Ce qui va se confirmer avec le document suivant, c'est-à-dire qu'après plusieurs semaines de récupération, donc là c'est le même document, mais voilà, ce que l'on voit, c'est que ici, vous avez une nouvelle zone qui va être recrutée pour pallier le manque de neurones de l'aire motrice commandant la main gauche. Et donc, avec le temps, avec de l'entraînement, eh bien, petit à petit, l'individu pourra retrouver quasiment toute la mobilité, je dis bien quasiment, puisque ça dépendra de son âge, puisqu'on verra tout à l'heure que la plasticité cérébrale diminue avec l'âge, pourra retrouver la mobilité de sa main gauche en utilisant d'autres zones du cortex moteur qui étaient utilisées soit à un autre organe que vous n'utilisez pas beaucoup, soit pas du tout utilisé. Donc vous allez pouvoir récupérer la perte de mobilité en recrutant de nouveaux neurones qui vont remplacer ceux détruits par un AVC. On peut faire donc la même chose lors d'une greffe. Par exemple ici vous avez le cerveau d'un individu normal, donc avec sur le cortex moteur, donc en jaune, les territoires qui gouvernent le mouvement du visage, en bleu celui qui concerne le mouvement du bras, et en rouge la zone qui gouverne le mouvement de la main droite. Et bien chez un individu qui a été amputé de la main droite, donc ces neurones n'ont plus d'utilité, vous voyez que ils vont être reconvertis, on va leur changer de fonction, c'est-à-dire que ce qui gouvernait le visage va récupérer un petit peu des neurones de cette zone-là, et ce qui gouvernait les mouvements du bras vont récupérer un peu des neurones qui étaient à côté. Il en reste toujours un petit peu, d'accord, au cas où vous récupériez votre main, donc bien évidemment suite à une greffe, pour un retour à la normale. Et c'est ce que l'on peut voir dans le cas de Denis Chapelier, qui a été le premier homme à subir une greffe de la main. Et bien chez cet individu, on s'est rendu compte que la zone initialement, donc c'est ce que vous avez ici, la zone qui était initialement activée jaune lorsqu'il était greffé, avant la greffe, et bien après la greffe, elle retrouve sa forme initiale. Donc les neurones gardent en mémoire leur fonction initiale, même si pendant un certain temps ils vont être affectés à une autre fonction, si demain l'organe revient,
suite à une greffe par exemple, ils pourront retrouver leur fonction initiale, et de manière bien plus rapide, pour que le membre puisse bouger normalement. Et enfin, dernière chose, plasticité cérébrale et vieillissement, donc je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, avec l'âge, la plasticité cérébrale diminue, d'accord? Avec les conséquences suivantes, c'est que l'on voit que plus on est vieux, plus l'apprentissage d'une langue vivante est difficile, puisque l'apprentissage utilise votre plasticité cérébrale pour la mise en mémoire fixe et immuable, et donc on voit que cette mise en mémoire est de plus en plus difficile avec l'âge. Plus on commence une nouvelle langue tôt, plus il sera facile de la mémoriser de manière longtemps dans le temps. Ensuite, la plasticité cérébrale aussi diminue, cette diminution de la plasticité cérébrale peut être freinée grâce à l'activité cérébrale. Donc quelqu'un qui a une activité cérébrale importante plusieurs fois par semaine va voir sa diminution retardée. Et de manière assez conséquente, puisqu'un individu qui a très peu d'activité cérébrale par semaine voit dès 70 ans ses performances intellectuelles diminuer, alors qu'un individu qui a une activité cérébrale courante peut retarder cette diminution à plus de 80 ans. L'alimentation joue aussi un rôle dans la diminution du vieillissement cérébral, puisque ici vous voyez dans ce graphique que une alimentation riche en flavonoïdes, qui sont des antioxydants qu'on va retrouver dans le thé, dans le vin, le fruit, les légumes, etc. Plus votre alimentation sera riche en antioxydants, en flavonoïdes, plus votre vieillissement cérébral sera retardé. Voilà, donc le vieillissement cérébral il a lieu, mais il y a plusieurs moyens de le ralentir. Voilà, donc si je reprends tout ça dans le cours, on est dans le grand 2, motricité et plasticité cérébrale. Donc la première chose à retenir, la localisation du cortex moteur est identique pour les deux individus, mais il y a quelques différences. La disposition et la surface des aires qui vont être mobilisées. Ensuite, l'apprentissage provoque une augmentation de la surface du cortex moteur des muscles fortement sollicités, donc ceci témoigne de la plasticité. L'entraînement provoque une augmentation de la surface des muscles fortement sollicités. Oui, c'est le même bilan, pardon, mais pour les deux documents, celui pour le singe et celui pour la volleyeuse. Donc voilà, juste une phrase à retenir. Donc en bilan, les différences de cortex moteur d'un individu à l'autre s'expliquent par la capacité de remaniement du cerveau, c'est-à-dire sa plasticité. Là c'est par, faute de frappe, suite aux activités différentes de chacun réalisées par un apprentissage ou un entraînement. Voilà. Ça permet donc après un AVC une récupération par la mise en place de nouvelles zones corticales, donc on va utiliser de nouveaux neurones. Ça permet de récupérer après une greffe. Après une amputation puis une greffe, la plasticité cérébrale permet de retrouver pour les mains greffées le cortex moteur de la main initiale. Donc les neurones qui auront été affectés à une nouvelle fonction pourront retrouver leur fonction initiale, il y a une mémoire. Et enfin, plasticité cérébrale et vieillissement, voilà, 3 idées à prendre, à retenir. L'aisance pour apprendre diminue avec l'âge, donc il existe toujours une plasticité du cerveau avec l'âge, mais moindre. L'activité physique et l'activité intellectuelle ralentissent le vieillissement, et les performances intellectuelles peuvent être ralenties aussi par la consommation le ralentissement des performances intellectuelles peut être ralenti par la consommation de flavonoïdes. Voilà, donc on peut conclure en disant qu'il existe un capital nerveux pour chaque individu que l'on peut préserver par une activité physique, intellectuelle et par l'alimentation. Voilà, donc le schéma bilan est le suivant. Je vous ai remis la voie nerveuse motrice avec le neurone pyramidal qui part du cortex, tronc cérébral, bulbe, qui change de côté, donc décussation, et qui descend dans la moelle épinière et qui va faire synapse avec le motoneurone du muscle qu'il veut contrôler. Ensuite, les aires cérébrales, donc l'homunculus moteur et la plasticité, donc cartographie du cortex moteur, diminution au cours de la vie de la plasticité, voilà. Et donc ce schéma du premier TP que j'ai remis et que j'ai un petit peu complété, donc le réflexe myotatique est toujours là, avec le neurone en T, ici, qui va activer le motoneurone du muscle du mollet pour le faire contracter. Comme ici, pour faire contracter le mollet, il faut que le muscle antagoniste soit
relâché, et bien vous avez vu depuis ce chapitre que donc, le neurone en T va se diviser en deux, puis via un interneurone va inhiber le motoneurone du muscle antagoniste. Comme ça on est sûr que celui-là sera relâché, et celui-là pourra se contracter. Tout ça par la capacité d'intégration d'un motoneurone qui va faire la somme des informations positives et négatives qu'il va recevoir. Et donc dans notre cas, pour être bien précis, ici dans ce chapitre, vous aviez fait un réflexe myotatique en fléchissant volontairement le pied. Donc l'information de flexion volontaire de votre pied arrive par le neurone cérébral, qui se divise en deux. Une partie va activer directement le muscle pour faire fléchir votre pied, donc celui-là. La deuxième partie va, par l'intermédiaire d'un interneurone, inhiber l'activité du motoneurone du muscle antagoniste, donc du muscle qui doit être relâché. Donc ça, c'est votre cerveau qui impose. Et donc, dans notre situation, où notre cerveau va imposer une activité positive ici, une activité négative ici, on lance le réflexe myotatique, et donc le motoneurone ici va recevoir une activité plus du neurone en T pour le réflexe myotatique, et va inhiber le motoneurone du muscle antagoniste. En contrepartie, notre cerveau va envoyer une information plus pour fléchir le pied à ce motoneurone-là, et via un interneurone, une information moins à l'autre. Et donc ces deux motoneurones vont recevoir une information plus, une information moins, ça fait 0, et donc il ne se passera rien. Donc voilà, je réexpliquerai ça à notre tour peut-être de manière plus claire avec vous, parce que ça peut être un peu compliqué. Donc voilà comment on termine ce chapitre sur le muscle, sur la motricité volontaire et la plasticité cérébrale. Merci beaucoup.